Bonjour à toutes et à tous. Merci à Bakary Niakate et Mourad Benamou pour cette très belle introduction. Bienvenue à cette 5e journée de la 4e édition du Printemps de l'économie,
qui s'articule cette année autour du thème « L'économie en quête de territoire ». J'ai l'honneur de présenter le grand format de ce soir, organisé par la Fondation Lilian Thuram et les économiques de Turgot, qui interrogera nos invités sur la question des territoires à la dérive. Il faut savoir que de nombreuses inégalités sont présentes au sein de notre société, telles que les inégalités territoriales, de territoire. Le but du printemps de l'économie est de rendre l'économie accessible au grand public, tout en conservant la qualité des propos énoncés. Pour conserver cette qualité, nous avons la chance de recevoir des invités de marque. Clément Derbécourt, bonjour. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et docteur en économie de l'École d'économie de Paris. Vous êtes chef de projet à France Stratégie sur la question d'inégalité, de mobilité sociale et de transmission intergénérationnelle. Merci de votre présence. Thierry Pech, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur du célèbre magazine que les élèves de Turgot connaissent bien. Non, Alternative économique. Mauvaise erreur. Ouais, c'est une erreur. Vous avez été diplômé de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Vous enseignez à l'Université de Nanterre. Vous êtes devenu secrétaire général de l'Institut de hautes études sur la justice, puis conseiller pour la CFDT. En 2008, vous êtes devenu éditeur de la collection La République des idées, fonction que vous avez quittée en 2009. Merci de votre présence. Lilian Thuram. Ah, Lilian Thuram. Vous avez connu une carrière prestigieuse de footballeur international, champion du monde en 1998. Excusez-moi, j'ai été fané. Champion d'Europe en 2000, vice-champion du monde en 2006, ainsi que de nombreux titres en club. Vous avez détenu jusqu'au 28 octobre 2008 le record de sélection en équipe de France. Vous avez été dépassé par une femme. C'est un signe que l'égalité n'est pas morte. Alors, en 2008, vous avez créé la Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme. Vous êtes engagé. Vous prenez publiquement position sur des sujets liés à l'égalité, à l'immigration et au racisme. Vous avez été membre du Haut Conseil de l'intégration. Et voilà, merci en tout cas, merci beaucoup. Non, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Gérard Cornio, bonjour. Vous êtes économiste. Vous êtes conseiller scientifique à l'Observatoire français des conjectures économiques, l'OFCE. Conjoncture. Il faut le savoir, il a été élève 7 ans au lycée Turgot, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a d'abord été chercheur au groupe d'analyse macroéconomique appliquée de l'Université de Nanterre, Paris 5, où il a participé à la construction de plusieurs grands modèles macroéconomiques de l'économie française, tels que Regina ou Mowgli. Il a ensuite été chargé de mission de la délégation à l'emploi, avant de rejoindre l'OFCE en 1988, où il a été responsable de prévisions macroéconomiques pour la France de 92 à 98. De 1999 à 2002, il a participé à la création de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, comme sous-directeur des synthèses des études économiques et de l'évaluation. Ses travaux portent essentiellement sur l'économie française et européenne, le fonctionnement du marché du travail, la politique de l'emploi et la protection sociale. Bonne conférence à tous. Merci à vous de votre présence. Je vous invite à mettre vos téléphones sous silencieux et à tweeter au maximum au hashtag Préco16. Et si vous voulez mon Snapchat, et ben on se voit après. Merci. Je laisse la parole à Alexis Thiebaud, journaliste à Voltage FM. Merci beaucoup Alexis et bravo pour cette première devant un public en délire. Ça fait plaisir. Bon, merci à tous en tout cas d'être présents ce soir pour cette conférence débat. Comme Alexis vous l'a dit, sur le thème des territoires à la dérive. On va donc parler de ces territoires qui cumulent les handicaps, pauvreté, échec scolaire, absence de services, ghettoisation parfois. On verra que les politiques publiques
qui se succèdent semblent souvent impuissantes face à ces tendances. Avec nos invités qu'Alexis vous a présentés, on va voir également que les territoires à la dérive, ça ne se limite pas aux banlieues, comme on a souvent envie de croire. Certaines zones rurales, périurbaines, des anciens bassins industriels sont également en difficulté. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, même si évidemment chacun de ces territoires a ses spécificités. Plusieurs questions qu'on va se poser avec nos invités ce soir. Comment analyser cette réalité qui est finalement multiforme? Comment définir la justice territoriale? Quelle réponse apporter en termes de politique publique? En fait, comment arrêter la ségrégation? Est-ce qu'il faut cibler les territoires ou est-ce qu'il faut davantage cibler les individus? C'est ce qu'on va voir donc ce soir avec nos intervenants. Les questions que vous pourrez aussi leur poser tout à l'heure, à partir de 20h30, je crois, vous pourrez, ou de 20h, vous pourrez poser vos questions pendant une demi-heure et puis ce sera l'occasion aussi d'un débat entre nos intervenants. Et pour commencer, Gérard Cornillo, vous êtes donc économiste à l'OFCE et vous allez nous expliquer que les inégalités territoriales résultent des inégalités en général. Vous nous direz aussi quelles sont, selon vous, les politiques publiques à mettre en place pour sortir de ces inégalités. C'est à vous. Merci. Donc, il me revient l'honneur effectivement d'introduire cette séance. Moi, j'essaierai d'être assez bref. On m'a donné 10 minutes, donc je vais essayer de respecter ça pour parler d'un sujet qui demanderait effectivement beaucoup plus de temps si on voulait rentrer dans les détails. Donc, j'essaierai de ne pas être trop elliptique. Mais malgré tout, il faut comprendre que c'est un peu bref. Alors, les inégalités spatiales, elles sont en augmentation assez forte. Il y a effectivement des zones où le taux de pauvreté n'arrête pas d'augmenter, où le niveau de rémunération moyen est très faible, où le chômage de longue durée est de plus en plus longue durée. Enfin, donc il y a bien un phénomène de ghettoisation à certains endroits, en tout cas d'hétérogénéisation de l'espace dans un sens plutôt défavorable. Alors moi, ce que je pense, c'est que ça résulte tout bêtement des inégalités en général qui augmentent, que ce soit les inégalités de revenus et encore plus les inégalités de patrimoine. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, dans une économie un peu stagnante, dans laquelle il n'y a plus de croissance et dans laquelle il n'y a plus de part supplémentaire de gâteau à partager, et dans une économie où le rapport des forces est fortement inversé entre le capital et le travail, au fond aujourd'hui c'est bien du côté du capital que se trouve le pouvoir, plus que jamais, évidemment il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace pour une croissance des revenus des moins favorisés dans la société. Et ça se reporte évidemment assez mécaniquement sur les territoires. Alors quels sont les territoires les plus défavorisés? L'INSEE a fait un petit travail intéressant de 2014 qui essayait de découper la France selon une typologie assez astucieuse en 7 ou 8 grandes zones, enfin grandes zones qui sont des petites zones, mais 7 ou 8 grande catégorie de petites zones et qui montre que les grandes villes sont des zones de croissance très très forte des inégalités et où les conditions de vie sont aujourd'hui fortement dégradées, avec autour des zones suburbaines qui sont pour une part des zones de regroupement des riches qui ont des zones, en particulier de l'ouest parisien, où il y a beaucoup d'inégalités hommes-femmes, mais par contre, il y a peu d'inégalités sociales, puisque c'est des regroupements de riches. Et puis, des zones qui sont en très grande difficulté, qui sont les anciennes zones industrielles du nord, aussi du sud de la France. Et puis, il y a les villes moyennes qui, au fond, sont celles qui s'en sortent le mieux, où on a encore la société qu'on avait avant les grandes crises des années 80, c'est-à-dire une société qui est en gros en forme de bouteille, c'est-à-dire où il y a un petit sommet, et puis il y a une grosse classe moyenne qui est le pivot de la société, alors que les évolutions ailleurs sont plutôt celles de ce que Alain Lippiette s'appelait la société en sablier, c'est-à-dire qu'on a une catégorie supérieure qui a plutôt augmenté en taille et surtout en richesse, et puis plus personne au milieu et beaucoup de monde en bas avec très peu de revenus, du chômage de longue durée, etc. Et donc ça, il y a des zones qui font exception à ça, et c'est plutôt les zones autour des villes moyennes.
Et c'est assez intéressant parce que c'est aussi les zones où on ne vote pas Front National. Là où effectivement le modèle de la classe moyenne a résisté, c'est aussi un modèle de résistance politique à l'avancée de ce qu'on a appelé le populisme, tout ce qu'on fait. Donc, au-delà de cette typologie, dont je pense, moi, qu'elle résulte largement de l'hétérogénéité, de ce développement des inégalités en général, il y a des choses à dire sur les causes de cette croissance des inégalités. Alors je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'est l'extension de la régulation marchande à l'ensemble de l'économie, la mondialisation pour une part probablement plus modeste, et puis il y a surtout la croissance du chômage, qui encore une fois a été le moteur du renversement du pouvoir entre le travail et le capital. Quand on a une grosse classe moyenne, c'est plutôt le travail qui a le pouvoir. C'est en gros ce qu'on avait dans les 30 Glorieuses. À partir du moment où il y a beaucoup de chômeurs et beaucoup de précarité, le pouvoir est passé de l'autre côté et on a un retour à une société de classe qui a bien été décrite en particulier par Thomas Piketty. Et donc on revient à une société très déséquilibrée et une société de classe qui ressemble à celle du 19e siècle. Ce qu'on nous présente parfois comme l'extrême modernité, c'est un retour en arrière absolument fantastique. Alors comment on peut s'en sortir? Alors là, je vais être très bref, puisque sinon je vais dépasser le temps qu'on m'avait imparti. Alors moi, il y a à peu près 4 points dont on peut parler. D'abord, la politique macroéconomique. La politique macroéconomique, aujourd'hui, elle se définit à Bruxelles. Elle ne se définit pas à Paris, elle ne se définit pas à Rome, elle ne se définit même pas à Berlin. Elle n'est pas du tout orientée vers la lutte contre le chômage. Ça, c'est très clair, ce n'est pas un objectif de la politique économique européenne. L'objectif de la politique économique européenne, c'est la stabilité financière. En particulier la stabilité des finances publiques. Et ça pèse extrêmement lourd dans l'explication du double dip excusez-moi pour le jargon, enfin, du fait qu'on a eu une crise très grave en 2008-2009, puis en réalité on était reparti sur une trajectoire qui devait ramener l'économie française et l'économie européenne sur des niveaux d'activité correspondant à peu près à son potentiel de long terme, et puis la volonté de réduire très vite les déficits publics a fait retomber l'économie en quasi-récession, en tout cas en stagnation, et c'est ce qui explique que le chômage n'est pas régressé à partir de 2010-2011 comme il aurait dû le faire. Donc je crois que la première chose à faire, c'est d'avoir une politique économique différente, orientée vraiment vers la lutte contre le chômage et qui donc, évidemment, va mettre en numéro 2 les équilibres financiers. Mais si on met les équilibres financiers en numéro 1, c'est sûr, on ne s'en sort pas. Deuxièmement, je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs où on voit bien qu'il y a un besoin fort de re-régulation des marchés. On est allé trop loin dans la libéralisation des marchés. Alors on voit très très bien, par exemple, sur les marchés agricoles, c'est extrêmement clair que le modèle tout libéral ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'arrive pas à des équilibres satisfaisants entre les conditions de la production et les conditions de la commercialisation. Enfin, l'abandon des quotas laitiers est un échec total. Enfin, on voit bien que ce type de politique de dérégulation est largement voué à l'échec. Et comme elle est en fait à la base du renversement des rapports de force sur le marché, c'est à partir du moment où effectivement la régulation se repose essentiellement sur les prix, il n'y a pas de mystère. C'est pas que les entreprises aient une volonté d'exploiter leurs salariés, c'est pas du tout ça. C'est que quand l'intensité de la concurrence devient très très forte, il n'y a pas d'autre moyen que de réduire les prix. Donc gagner de la compétitivité comme on dit, mais gagner de la compétitivité, ça veut dire tout simplement effectivement baisser les salaires au niveau le plus bas possible. Donc si on ne régule pas un peu les marchés en laissant sa place à la concurrence pour qu'elle permette l'innovation et le progrès technique, je veux dire, à mon avis, on ne s'en sortira pas. Autre point, la fiscalité. Je crois que, très clairement, depuis le milieu des années 80, on a réduit fortement les taux de prélèvement marginaux des impôts directs, en France plutôt moins qu'ailleurs. Donc, c'est pas une critique que je pourrais adresser à la fiscalité française, mais en tout cas, en général, la fiscalité est devenue beaucoup trop favorable aux hauts revenus. Et là encore, donc ça permet que s'épanouisse, mais je ne vais pas me développer longuement, la rente. Philippe Askenazi vient d'écrire un livre tout à fait pertinent sur le fait que
ce qui se développe, c'est les rémunérations rentières et pas les rémunérations salariales. Donc la fiscalité doit intervenir pour mettre un peu d'ordre dans ce développement un peu anarchique des rémunérations. Voilà. Et puis enfin, dernièrement, s'agissant des territoires, évidemment, il faut probablement se pencher à nouveau sur la politique d'aménagement du territoire. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, en réalité, les territoires qui vont plutôt le mieux sont plutôt les territoires autour des villes moyennes et pas du tout autour des métropoles. Donc l'idée d'asseoir la politique d'aménagement du territoire essentiellement sur le développement des métropoles, outre que je pense que les arguments qui sont utilisés en faveur de cette thèse qui repose sur l'idée qu'il n'y a que les métropoles qui font de la productivité et de la croissance. Je pense que cette thèse est tout à fait erronée, qu'elle s'appuie sur des évaluations comptables qui sont assez fausses. Outre ça, je pense qu'on voit bien que ce n'est pas du tout une évolution qui va dans le sens de la qualité de la vie et d'une meilleure répartition des activités et d'un meilleur bien-être sur l'ensemble finalement de la nation. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. On aura peut-être à On pourra en reparler tout à l'heure pour les questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder précieusement pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Gérard Cornillo. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE et je vais maintenant me tourner vers Clément d'Herbécourt. Vous êtes chef de projet à France Stratégie sur les questions d'inégalité, de mobilité sociale, de transmission intergénérationnelle. Et on va s'intéresser avec vous aux inégalités de réussite éducative et sociale des enfants de classe populaire en France. Vous allez notamment nous dire s'il est possible de faire disparaître les territoires d'échec scolaire. Comment expliquer aussi les écarts territoriaux de réussite sociale chez les classes populaires. Mais d'abord, avec vous, Clément, on va voir qu'il faut distinguer les territoires en difficulté et les territoires à faible opportunité pour les individus. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir sur le thème des territoires à la dérive. C'est un thème qui m'est cher. Je travaille sur les inégalités d'accès à l'éducation entre territoires. Une problématique qui finalement est assez peu connue et assez peu étudiée en France. Alors avant d'aborder le sujet de l'éducation dans le détail, peut-être quelques remarques générales sur les territoires défavorisés en France. Alors, je suis d'accord avec Gérard Cornillo, on observe depuis quelques années une augmentation des inégalités entre territoires. Bon, maintenant, si on regarde dans une perspective de très longue période, sur plusieurs siècles, en fait, si on mesure les inégalités entre territoires par un certain nombre d'indicateurs comme le PIB par habitant ou par le revenu disponible, on est encore très loin des situations inégalitaires qu'on a connues en France au courant du 19e siècle. Pour mémoire, à cette époque, vous aviez essentiellement des régions agricoles pauvres, quelques îlots industriels développés, et puis le poids de Paris qui était très important. Vous aviez une concentration de la richesse et de l'activité à Paris. Donc on n'est pas... D'accord, il y a une augmentation des inégalités entre territoires, mais on n'est pas encore revenu à cette situation-là. Par contre, depuis une trentaine d'années, on a un certain nombre de tendances qui ont fait réapparaître des territoires clairement défavorisés, ou plutôt des territoires en crise durable. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau à l'échelle d'une cinquantaine d'années. Et la principale explication, peut-être que mes collègues reviendront sur ce sujet, c'est la désindustrialisation qui a touché avant tout le nord et l'est de la France, mais aussi un certain nombre de périphéries ouvrières de grandes métropoles. Je pense ici en priorité à la Seine-Saint-Denis. Donc ces territoires en crise durable et désindustrialisés sont caractérisés par des forts taux de chômage, des faibles niveaux de revenus, et les ménages qui habitent sur ces territoires dépendent fortement de la protection sociale pour leurs revenus, pour pouvoir consommer. Alors, les territoires désindustrialisés, ils cumulent un certain nombre de handicaps. Pour moi, un des handicaps les plus importants, dans l'économie de services dans laquelle on est, qui est aussi une économie mondialisée, c'est le faible niveau de qualification des populations. Bon. Premièrement, vous avez assez peu de ménages de catégorie sociale aisée sur ces territoires, soit parce qu'ils sont déjà partis, soit parce qu'ils n'ont jamais été présents sur ces territoires. Et donc ces territoires désindustrialisés sont essentiellement des territoires de classe populaire. À cela s'ajoute le fait que les classes populaires de ces territoires sont moins qualifiées que les classes populaires des autres territoires du pays. Donc, j'ai repris les données du recensement de 2012 et j'ai calculé la proportion de bacheliers parmi les ouvriers et les employés aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'entre départements, vous avez des écarts très très importants de l'ordre de 20 points.
À un extrême, vous avez les régions où les ouvriers sont assez fortement éduqués, le Sud, Midi-Pyrénées, la Bretagne, Paris, les Hauts-de-Seine, l'ouest de l'Île-de-France. Et à l'autre extrême, vous avez les départements du nord et de l'est de la France, les départements du bassin parisien, mais aussi la Seine-Saint-Denis, où finalement vous avez une concentration de pauvreté et de gens qui sont très peu qualifiés. Maintenant, si on va à une échelle plus fine, si on regarde les grandes communes en bas du classement des taux de bacheliers, on trouve Mulhouse, Roubaix, Aubervilliers, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Tourcoing, Le Havre. Donc c'est sur ce genre de territoire que j'aimerais m'intéresser maintenant. Jusqu'ici, je vous ai parlé essentiellement des territoires défavorisés ou des territoires à la dérive. Je ne vous ai pas encore parlé des individus. Mais je crois que l'enjeu important pour les politiques publiques, notamment, c'est de bien comprendre qu'il y a une différence entre des territoires défavorisés qui donnent des ressources, qui donnent quand même des ressources aux individus pour réussir, et les territoires défavorisés qui n'en donnent pas. Alors j'ai réalisé pour France Stratégie un travail sur les chances de mobilité ascendante au sein des classes populaires par département de naissance. Donc là, c'est la carte qui résume un peu mon travail. Je vais vous demander un petit effort d'imagination ou de réflexion. Donc là, ça n'a rien à voir avec la carte précédente. C'est parmi les enfants de classes populaires qui sont nés dans les différents départements, quelle est la proportion d'individus qui sont devenus cadres ou professions intermédiaires, ça veut dire des classes moyennes. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez un écart qui va du simple au double, à peu près, d'un département à l'autre. Ça, c'est pour les années les plus récentes dont on dispose. Donc c'est 2003-2013. Et donc vous avez des territoires où les classes populaires ont des choses ont des probabilités ou des chances très importantes de mobilité ascendante, de promotion sociale. Et parmi ces territoires, donc ça c'est les territoires qui sont en bleu foncé, vous avez la Seine-Saint-Denis. Donc naître en Seine-Saint-Denis dans une famille de classe populaire, c'est avoir en moyenne 4 chances sur 10 d'avoir une promotion sociale. Si vous naissez dans une famille de classe populaire 100 km au-dessus, dans le département de l'Aisne, ce n'est pas 4 chances sur 10, c'est plutôt 1 chance sur 4, voire un peu moins. Alors, un des résultats principaux de ce travail, c'est que ce qui explique ces différences entre territoires, ce n'est pas le niveau de développement du territoire, c'est l'accès à l'éducation. Vous avez des territoires qui sont relativement pauvres, je pense notamment à certains départements ruraux ou à certains départements désindustrialisés, mais qui quand même donnent des taux d'accès à des positions intéressantes qui sont assez élevés. Donc les territoires du nord, de l'est de la France, ainsi que les territoires du bassin parisien, sont des territoires qui amènent peu les enfants de classe populaire vers le bac ou vers l'enseignement supérieur. Donc ça s'explique par énormément de facteurs. Vous avez des facteurs familiaux, des facteurs culturels, mais vous avez aussi des facteurs qui sont propres au système éducatif. Donc, dans les territoires du nord et de l'est de la France, on a construit beaucoup de lycées professionnels à une époque. On continue aujourd'hui, malgré la désindustrialisation, à orienter les élèves vers les filières professionnelles. Et on sait que ces filières, elles sont caractérisées par un taux d'échec important, et puis elles sont caractérisées aussi par une faible chance de continuer ses études après le bac. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Seine-Saint-Denis a des performances éducatives assez bonnes, même très bonnes si on les compare aux régions désindustrialisées. Donc, ce que je tire de ce travail pour la réflexion d'aujourd'hui, c'est que vous avez des territoires qui peuvent être en crise économique, qui peuvent être des territoires de pauvreté, mais tant que le système éducatif reste à peu près performant, les individus peuvent réussir sur ce territoire. Ça veut dire qu'ils vont réussir, mais qu'ils ne vont pas forcément rester sur ce territoire. Un individu qui fait des études, qui est né en Seine-Saint-Denis, il ne va pas forcément rester en Seine-Saint-Denis, il va réussir et il va partir. Donc ça veut dire que voilà, ça ne profite pas forcément au territoire, mais en tout cas les chances de réussite sont quand même relativement importantes. Donc peut-être un dernier ensemble de remarques sur, si j'ai encore le temps, sur ce qu'on pourrait faire éventuellement pour essayer de réduire cette fracture éducative entre territoires. Je pense que à la suite de ce travail, on a quand même un certain nombre d'intuitions, notamment le fait qu'il faut investir beaucoup plus massivement qu'on ne l'a fait auparavant dans l'éducation des territoires où la réussite éducative est très très faible. Donc je pense d'abord ici en priorité au nord et à l'est de la France, et surtout même à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
donc, qui est caractérisée par les taux d'échec scolaires et universitaires les plus importants. Alors, il faut bien reconnaître que depuis 15 ans, il y a un effort qui a été fait pour essayer de rééquilibrer la réussite éducative sur le territoire. J'ai repris les statistiques sur la dépense éducative par élève, par région, depuis une quinzaine d'années. En rouge et en orange, en jaune, vous avez les départements ou les régions où la dépense par élève a augmenté plus vite que la moyenne française. Et dans les catégories bleues, c'est l'inverse. Évidemment, plus c'est foncé, plus l'effet est fort. Donc vous voyez, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, on a une augmentation importante de la dépense par élève. Ça a été une conséquence du fait que l'éducation nationale s'est rendu compte dans les années 90 qu'elle dépensait beaucoup moins par élève dans le nord de la France et que ça avait un effet catastrophique sur les résultats scolaires. Donc il y a eu une tentative de rééquilibrage, mais elle est encore assez limitée. C'est juste du rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on a fait à peu près converger les différentes régions vers la moyenne. Et je pense que pour vraiment réduire les inégalités, il faudrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faudrait que la dépense par élève soit significativement supérieure dans les territoires désindustrialisés. Donc, le problème, c'est que le système français, c'est un système qui est égalitariste, notamment sur l'éducation, et on n'aime pas traiter différemment des gens, même quand ceux-ci sont défavorisés. Et donc, finalement, à part les DOM ou à part la Corse, en fait, dans ces deux territoires, vous avez une dépense par élève qui est 25% supérieure à la moyenne française. Bon, c'est pas non plus si important que ça. En tout cas, ça n'a pas permis de réduire la fracture éducative. Mais à part les DOM, en gros, l'éducation nationale dépense à peu près partout la même chose. Donc évidemment, au-delà des moyens, il y a une question aussi d'organisation de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir aujourd'hui sur les manières d'améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs au niveau local. Et donc ça implique notamment d'avoir beaucoup plus de données qu'on a aujourd'hui, des données territorialisées qui nous permettent de vraiment observer la performance des territoires et qui permettent aussi de mettre en œuvre un certain nombre d'innovations et de les tester. Merci. Merci beaucoup, Clément d'Herbécourt. Merci beaucoup. Dans un instant, Lilian Thuram. Oui, Lilian, ça sera bientôt à vous. Thierry Pêche également, directeur général du think tank Terra Nova. Mais avant, on a prévu une petite pause musicale, il me semble. Alors, je ne sais pas s'ils sont prêts, les artistes, ou si on continue. Je crois qu'on est allé les chercher. Je vais d'ailleurs vous rappeler qui ils sont et où est-ce que vous pouvez les retrouver. Mourad Benamou, c'est un batteur de jazz qui tourne dans le monde entier avec plusieurs groupes, dont le sien, qui s'appelle Jazz Workers. Il a déjà une quarantaine de disques à son actif, Mourad. Et Boukari Niakate, lui, est réalisateur de films sur les artistes de rue, les artistes cachés. Il est champion du monde de breakdance également. Sachez qu'il est venu de Los Angeles pour cet événement. C'est un élève de batterie également de Mourad. Je ne sais pas s'ils sont avec nous, s'ils sont prêts. Ah voilà, ils viennent d'arriver. Vous pouvez les applaudir, tiens, allez. Pour les encourager. Alors leur collaboration, elle est née il y a 2 ans. L'envie, c'était de réunir sur une même scène la musique live vivante et la danse. Vous pouvez les retrouver également sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour ce projet de collaboration entre Mourad Benamou et Boukari Niakate. Le Facebook s'appelle Groove Workers, que vous pouvez donc retrouver sur Internet. Messieurs, c'est à vous.
Boukari Niakate et Mourad Benamou. Vous pouvez les applaudir très fort. Et ils seront de retour tout à l'heure pour une dernière prestation. On va donc également avoir l'occasion de poser des questions à nos intervenants d'ici quelques minutes. Mais avant, eh bien, on va pouvoir entendre Lilian Thuram. Lilian qui a créé en 2008 la fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme, comme vous le disiez Alexis tout à l'heure. Un des objectifs de votre fondation, c'est d'expliquer comment nos préjugés sont mis en place pour pouvoir les déconstruire. Et vous, votre sentiment profond, c'est que la lutte contre le racisme, c'est intimement lié à l'économie. Ben écoutez, effectivement, lorsqu'on analyse un petit peu l'histoire, souvent on n'essaye pas de comprendre l'histoire par l'économie. Et souvent en expliquant le fait économique, on comprend un peu les rapports qu'il y a eu entre les personnes. Par exemple, moi je suis des Antilles, j'ai été emmené à réfléchir sur, par exemple, l'esclavage, pour comprendre un petit peu le pourquoi du racisme. Et très souvent, on oublie de dire aux gens que le racisme, c'est avant tout une construction économique. Et lorsque vous voulez exploiter des gens, pour pouvoir les faire travailler gratuitement, donc avoir un bénéfice plus important, il faut construire leur infériorité. Et donc, construire leur infériorité, ça demande aussi que le politique intervienne. Par exemple, le politique peut intervenir dans le code noir, la mise en place du code noir qui légitime en fait une société. C'est-à-dire, voilà, la société fonctionne comme celle-là, il y a des dominants, il y a des dominés, et donc c'est tout à fait normal. Et lorsqu'on analyse aussi la colonisation, on oublie très souvent d'expliquer aussi que c'est avant tout un impérialisme économique. Et là aussi, le politique va intervenir pour légitimer la hiérarchie entre les personnes. Et donc, effectivement, pour moi, parler du racisme, c'est parler effectivement aussi de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, c'était tout à fait compréhensible de vendre des personnes. Et je reste persuadé que dans 100 ans, dans 200 ans, on va questionner notre société et on va se questionner à savoir aussi qu'est-ce qui était en vente à ce moment-là. Et il y aura des choses qui seront illégitimes. Je crois que si nous devons réfléchir même à la société française sur les dérives des territoires, comme on dit, c'est-à-dire que effectivement, le système dans lequel nous vivons a besoin aussi de produire des pauvres. C'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez avoir un capital plus important, effectivement, il faut payer un peu moins les gens. Et donc, il faut les emmener à se dire, c'est tout à fait normal de vivre dans une société comme ça, nous n'avons pas le choix. Et effectivement, on peut tomber dans le piège où les gens vont se battre entre eux. Et donc, ça va créer le racisme. Et ils ne vont pas mettre en question le système qui dirige tout ça. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est important de toujours regarder l'économie, mais même lorsqu'on parle des rapports entre continents, lorsque vous observez un petit peu les guerres parfois qu'il y a, souvent ce sont des guerres pour les matières premières, ce sont des guerres d'intérêt économique. Et généralement, les personnes, je dirais, les plus riches dans les sociétés sont des personnes qui sont au-dessus des lois aussi. Même tout à l'heure, on parlait le fait des impôts ou pas. Ça, c'est important. Et on voit bien que même les personnes, dernièrement, je regardais les journaux, les personnes qui peuvent dénoncer le système, c'est-à-dire les lanceurs d'appel, sont mis en danger aussi, parce qu'il y a un système qui doit fonctionner, qui doit aller dans le sens de l'économie. Et je reste persuadé qu'effectivement, si dans les années à venir, on va de plus en plus fortement questionner ce système économique qui crée des disparités dans la société. Moi, je viens du monde du football et je dis souvent que pour analyser la société, on peut passer à travers le football pour comprendre certaines choses. Et moi, depuis que j'ai arrêté le foot, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de différences entre les équipes très très riches et les autres. On voit que en règle générale, dans les championnats aujourd'hui, eh ben en fait, c'est pas vraiment un championnat. C'est entre voire une ou voire deux ou maximum 3 équipes.
Et donc c'est très intéressant de voir effectivement que en fait, l'argent n'est plus distribué comme avant. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Si on veut plus d'égalité dans les territoires, il faut questionner fortement cette économie qui emmène à peut-être à se confronter et à légitimer, encore une fois, le rôle de chacun dans une société. Parce qu'on se bat pour une place. Et si vous êtes dans une situation de domination, vous allez vouloir le garder. Et pour cela, vous n'avez pas d'autres moyens de délégitimer d'autres personnes en disant, voilà, c'est normal que je passe avant. Donc je trouve que questionner l'économie, ça me paraît une évidence pour comprendre la société dans laquelle on vit. Et questionner l'économie, c'est aussi comprendre dans le monde où on vit et les rapports de force qui existent dans une société. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a plus de rapports de force dans notre société. Il y a des rapports de force, il y a des rapports de classe. Et c'est assez intéressant parce que je pense qu'on a l'impression qu'on redécouvre ça. Voilà. Merci Lilian, merci beaucoup pour ce propos extrêmement intéressant. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, je le rappelle, dans quelques minutes. On va terminer avec Thierry Pech. Je rappelle que vous êtes directeur général du think tank Terra Nova. Un think tank plutôt de gauche, on peut le dire, hein, voilà. Oui, absolument. Non, mais c'est pour mieux vous situer, mieux vous présenter à toute la salle. Et vous allez nous dire, vous, que les territoires ne racontent pas forcément les gens qui y résident et qui sont pour beaucoup d'entre eux de plus en plus mobiles, ça on va le voir dans un instant, mais aussi que les quartiers ne se résument pas à la question des territoires à la dérive. Oui, alors il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, le problème numéro 1 des territoires à la dérive, c'était les zones urbaines, les quartiers comme on dit. Ça reste un problème, et néanmoins, je voudrais commencer par essayer de casser un certain nombre d'idées reçues à ce sujet. Et puis, j'aborderai une question qui me mettra un peu en décalage ou en opposition avec Gérard Cornillo, qui tout à l'heure... et c'est un vrai débat, disait que les métropoles n'étaient pas forcément les paradis que raconte une certaine littérature économique. Néanmoins, je pense qu'elles ont plus de part que vous ne le pensez. Enfin, c'est une discussion qui oppose plusieurs économistes. Alors, sur les us, quelques mots. D'abord, les us, on les regarde toujours en stock, en photo et pas en dynamique. On fait des photos qui se succèdent et on dit, voyez, il y a une grande concentration de publics pauvres, de publics d'immigration récente, des primo-arrivants, et donc un cumul de difficultés, taux de chômage très élevé, etc. Mais quand on regarde les choses en dynamique, c'est-à-dire qu'on regarde qui arrive et qui sort de ces quartiers, on a un peu un autre paysage. En fait, c'est des quartiers qui sont aussi des zones de transit social. C'est-à-dire que c'est parmi les quartiers qui voient passer le plus de monde et rester le moins de monde. Il y a finalement beaucoup de gens, et malheureusement l'exercice n'a pas été fait dans très nombreux endroits, mais il y a eu une ou deux enquêtes qui montrent que quand on regarde les choses de cette façon-là, eh bien on a affaire à des territoires qui ne possèdent pas, et c'est heureux et c'est souhaitable, qui ne possèdent pas les gens qui y habitent, qui ne les immobilisent pas complètement. Deuxièmement, on est en train de faire une étude sur un grand nombre d'entreprises qui ont été créées dans ces quartiers depuis 2008. 16 000 entreprises. Alors, cette étude paraîtra dans 2 mois, mais c'est un échantillon très significatif. Je crois que ça n'avait jamais été fait, en tout cas ces dernières années. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ces quartiers sont des lieux de grande dynamique entrepreneuriale. Il y a énormément de gens qui se prennent par la main, qui créent leur entreprise, leurs petites affaires. D'ailleurs, on pense que c'est forcément des petites entreprises. Elles ne sont pas plus petites qu'ailleurs. Les premiers résultats qu'on a, c'est qu'elles ne sont pas tellement plus petites qu'ailleurs sur le territoire. Et au fond, ce sont des territoires qui sont de ce point de vue-là, qui n'est qu'un point de vue, alors qui peut être discuté, évidemment, ça ne résume pas tout, mais ces territoires sont plus dynamiques que beaucoup d'autres de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il faut regarder les choses avec un œil un peu plus neuf, un peu renouvelé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ces quartiers. Il y en a beaucoup, naturellement, mais il n'y a pas que des problèmes dans ces quartiers. L'autre point sur lequel je voulais attirer l'attention, alors là il y a discussion, c'est la part que prennent les métropoles
à la richesse aujourd'hui, à la richesse, à l'activité, etc. Alors après, selon les critères qu'on retient, on n'a pas le même tableau. Hein. C'est sûr que... Bon. Alors, il y a tout un débat entre économistes là-dessus. Moi, je fais plutôt partie de ceux... Je ne suis pas un économiste académique, hein, donc je ne revendique pas ce titre, mais je me situe plutôt du côté de ceux qui pensent que les dynamiques de métropolisation sont relativement fortes. Alors, on a fait une étude récente avec un agrégateur d'offres d'emploi en ligne qui s'appelle Jobijoba, qui regarde les offres d'emploi en ligne. Mon voisin considère que ça ne vaut rien, donc je vous en parle quand même. Vous aurez l'occasion de dire pourquoi c'est absolument méprisable. Donc on s'est juste contenté de réunir 6 millions d'offres d'emploi. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et on a regardé les 15 plus grandes aires urbaines françaises. C'est 25 millions de Français. Donc, encore une fois, sans doute pas grand-chose. Et on a regardé où étaient ces offres d'emploi et de quelle qualité elles étaient, puisqu'on pouvait savoir si c'était des CDI, des CDD, de l'intérim, si c'était... on connaissait à peu près le niveau de salaire sur la plupart de ces offres. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que la ville-centre, c'est-à-dire une aire urbaine, c'est plusieurs centaines de communes. Hein. Par exemple, l'aire urbaine de Paris, c'est toute l'Île-de-France. L'aire urbaine de Lyon, c'est 450 à 500 communes. Eh bien, si vous regardez Lyon, Paris, Toulon, Toulouse, etc., c'est entre 50 et 66% des offres d'emploi. C'est-à-dire que la ville-centre concentre entre la moitié et les 2/3 des offres d'emploi. Je pense qu'on n'aurait pas eu tout à fait le même résultat si on avait regardé les choses il y a 15 ou 20 ans. Donc il y a bien une dynamique de métropolisation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dans la ville-centre que tout va bien, ça ne veut pas dire, bien sûr qu'il y a des poches de pauvreté, bien sûr que... je ne suis pas du tout en train de dire que c'est le paradis. Mais il y a une très forte polarisation de l'activité sur ces centres. Et autour, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une aire urbaine, c'est une ville-centre, une banlieue et une couronne. Si vous regardez le pôle urbain, c'est-à-dire la ville-centre plus la banlieue, c'est 90% des offres d'emploi en moyenne. Et ce qui reste autour, la couronne, hein, dans laquelle vivent quand même pas mal de gens, parce que c'est là que la dynamique démographique s'est installée, il y a ce qu'on appelle un phénomène de périurbanisation. Eh bien, dans cette couronne où la population croît, contrairement à ce qui se passe dans la ville-centre, là, il n'y a quasiment plus d'offres d'emploi, et des offres d'emploi qui sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire c'est là qu'on trouve le plus de CDD, d'intérim, d'emplois précaires et d'emplois mal rémunérés. Donc, au fond, si on cherche les territoires à la dérive, on va les trouver bien sûr dans des us qui sont des territoires déshérités. Encore une fois, je pense qu'il faut les regarder d'un œil neuf, mais c'est vrai qu'elles concentrent beaucoup de problèmes. Et on va les trouver aussi dans les deuxièmes couronnes éloignées de ces grands ensembles, où il y a une population qui, elle, a moins d'opportunités et qui est dans des systèmes de contraintes un peu plus difficiles. Un dernier mot, je n'ai pas épuisé le temps, pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas regarder que les territoires, mais aussi les gens? Parce que les gens, ils bougent de plus en plus sur les territoires. Ils font de plus en plus de kilomètres par jour pour aller travailler, pour aller consommer, etc. Et au fond, les lieux où les gens travaillent, où ils consomment et où ils dorment, où ils résident, ne sont souvent plus les mêmes. Alors, on a regardé... ça, c'est assez intuitif. On connaît tous des gens, et nous-mêmes, on bouge beaucoup. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir à bouger beaucoup, mais il y a énormément de Français qui, chaque jour, font beaucoup de kilomètres. Quand on regarde le rural et le rural profond, c'est-à-dire des villages et des zones de résidence qui sont vraiment à l'extérieur des grandes aires urbaines, on prend la population active de ces zones et on regarde où les gens travaillent. En fait, si vous regardez la part de la population active des villages du rural et du rural profond qui travaillent dans une aire urbaine, ce n'est pas 20%, 30%, 40%, c'est 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un actif rural sur deux va travailler dans une aire urbaine et souvent assez loin, parce que ce n'est pas dans la couronne, dans la deuxième couronne, qu'il va trouver des emplois. Donc il fait un assez long trajet, ce qu'on appelle les navetteurs, hein, on les regarde, il y en a de plus en plus, pour aller travailler. Alors, beaucoup d'entre eux maintenant travaillent 3 jours dans l'aire urbaine, reviennent 2 jours chez eux faire autre chose, ils font du travail à distance, enfin, il y a toutes sortes de situations qui sont en train de se multiplier. Mais ce qui est sûr, c'est que la campagne qu'on pourrait regarder comme un territoire de plus en plus désolé, éloigné des centres d'activité, etc., c'est un lieu où vivent de plus en plus d'urbains
qui parfois ne savent pas où ils vivent d'ailleurs, parce qu'ils sont arrivés, ils ont acheté une petite maison, etc. Mais ils ne connaissent pas les lieux ou ils les connaissent mal. Et donc il faut aussi regarder les gens et pas simplement les territoires, car heureusement les territoires ne possèdent pas les gens. Alors tout ça, ça pose plein de problèmes aux élus, parce que les élus, ils voudraient voir des emplois dans leur commune, ils voudraient voir des gens qui consomment, qui travaillent et qui vivent au même endroit. Et bien sûr, ça leur pose pas mal de questions. Mais c'est la réalité, c'est sans doute avec cette réalité qu'il va falloir composer. Merci Thierry Pêche, directeur général du think tank Terra Nova. Après cette prestation finale, Mourad Benhamou, Boukari Niakate qui sont avec nous aujourd'hui et que vous pouvez retrouver sur Facebook en tapant Groove Workers. Allez, c'est la dernière prestation de la soirée.
Mourad Benamou et Boukari Niakate. Merci, bravo messieurs. Mourad Benamou, Boukari Niakate, un mot. Je tiens à remercier Pierre Pascal et toute l'organisation du Printemps de l'économie. C'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de voir autant de têtes avec de l'art réuni. Parfois on dissocie trop souvent et c'est un plaisir de jouer dans un événement comme ça aussi, avec un public de lycéens et autres. Merci beaucoup. Merci. Et Rémi Janin aussi et tout le reste. C'est les gros workers.